Nous allons reprendre pour la dernière table ronde de ce colloque. Alors, ce colloque a commencé par une vision générale de la pandémie présentée par Frédéric Keck et une mise en lumière de certaines dynamiques plus globales par Robert Boyer. Nous avons ensuite plongé à l'intérieur des Amériques. Nous sommes concentrés sur le continent américain et là, nous reprenons du champ pour une vision et une comparaison de ce que nous avons pu voir pendant les 4 tables rondes avec d'autres régions du monde. Alors pour cela, j'accueille Christophe Guilmoto, qui est directeur de recherche en démographie à l'Institut de recherche pour le développement et qui est en poste à New Delhi dans le réseau Asie, pour le réseau Asie, donc le GIS Asie, le groupement d'intérêt scientifique qui est consacré à l'Asie. Emmanuel Bonnet, qui est directeur de recherche aussi à l'IRD et qui est au centre IRD de Ouagadougou pour le GIS études africaines. Et Laurent Bonnefoy, qui est chargé de recherche au CERI et qui représente le GIS Moyen-Orient, monde musulman. Et on est vraiment dans une table ronde internationale, puisque comme nous venons de le dire, Christophe se trouve à New Delhi, Emmanuel à Ouagadougou et Laurent à Mascate. Et nous avons également des gens qui sont connectés depuis le Paraguay et hier depuis la Colombie, depuis le Brésil. Donc, nous avons la contrainte du numérique pour notre colloque, mais aussi la possibilité de faire ces dialogues internationaux qui n'est pas si mal. Donc, je vais céder la parole aux 3 intervenants pour des présentations d'environ un quart d'heure et à l'issue, traditionnellement, nous aurons un débat et nous pourrons aller jusqu'à 19h30, heure française. Je m'excuse parce que ça va faire tard à New Delhi, mais voilà, c'est la loi du genre. Également, nos collègues de l'Ouest se sont levés tôt, donc voilà l'inconvénient que nous avons à notre avantage de pouvoir nous réunir virtuellement. Voilà, donc Christophe, je vous cède la parole pour cette première présentation. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir aussi, et puis bonne nuit à ceux qui sont sur mon fuseau horaire. D'abord, je voudrais manifester vraiment mon grand enthousiasme pour ces 2 demi-journées. J'ai pratiquement suivi toutes les présentations. J'en ai lu aussi plusieurs que je n'ai pas pu suivre et ça m'a vraiment suggéré des pistes nouvelles, des choses auxquelles je n'avais pas pensé, puis des angles de lecture que j'ai trouvé particulièrement originaux. Donc j'aimerais déjà remercier toutes les intervenantes et les intervenants qui ont vraiment enfin, personnellement, qui m'ont grandement enrichi. Alors, peut-être d'apparence, je suis un peu loin de vos préoccupations premières. Bon, je suis un démographe et je dois avouer que moi, j'ai approché la crise du Covid avant tout par mes tristes décomptes nécrologiques, plus exactement la modélisation de la mortalité que je fais depuis 1 an. Et je dois rajouter aussi que je vous parle donc ce soir, cette nuit de New Delhi, où la crise est aujourd'hui au plus aigu. Donc, je n'oserais pas commencer par vous décrire ce qui se déroule autour de moi, car on risquerait de perdre un petit peu la distance émotionnelle que les gens de notre profession affectent d'afficher face à cette hécatombe. Mais je peux au moins vous dire une chose que j'ai lue dans le journal il y a quelques heures, c'est qu'à Delhi, le gouvernement avait réquisitionné les crématoriums de chiens pour qu'ils soient utilisés pour les gens en raison de l'empilement des corps dans les crématoriums classique. Et d'une certaine manière, ça ferme une espèce de boucle entre les animaux et les hommes. On est revenu à l'animal ici pour la fin de cette boucle. Mais d'autre part, j'ai été quand même depuis 1 an très vigilant sur le continent américain, notamment l'Amérique du Sud, dans mes décomptes. Et j'ai notamment largement échangé avec les médias brésiliens il y a environ 1 an à propos de la
la forme très particulière que prenait la mortalité au Brésil, et qu'elle a d'ailleurs conservée, qui frappe plus les jeunes, les adultes, que les personnes âgées, alors qu'il y a une très forte régularité de la mortalité de par le monde. On voit là une singularité au Brésil et d'ailleurs dans d'autres pays d'Amérique latine. Donc, vous voyez, pour moi, cette discussion en termes d'études aréales, c'est un tout petit peu bizarre parce que j'ai beau être à Delhi et connaître mieux les pays d'Asie que d'autres continents. Je ne vois pas tellement la différence. J'ai toujours en fait de la peine à m'en convaincre. Alors avant, on ne disait pas études aréales, vous savez, on disait ère culturelle, et puis le culturalisme a quand même très mauvaise presse. Donc finalement, on a essayé de neutraliser. Et on parle de régions, mais on imagine que ces régions ont une identité. Et c'est pas du tout acquis pour moi, mais ça m'intéresse quand même beaucoup de chercher. Et j'ai cherché en vous écoutant aussi ce que l'Amérique latine pouvait, ou l'Amérique du Nord, pouvait avoir de singulière à travers cette crise. Et si cette crise, et je crois qu'on en a parlé aussi plusieurs fois, servait de rôle de révélateur, ou si c'était au contraire, et c'est plutôt mon point de vue, un accélérateur de tendance, mais qu'elle n'était pas là pour dévoiler des choses qu'on ne savait pas, à moins qu'on ait choisi de ne pas les voir auparavant. Et donc, ma question, c'est, donc, vous l'avez vu au départ, c'était de savoir, est-ce qu'il y a une dimension asiatique qu'on peut trouver dans cette crise? Et c'est vrai qu'on va se rappeler qu'au tout début, il s'est bien passé quelque chose à l'ouest ou à l'est. C'était à l'est, là, cette fois-ci. C'est bien parti de cet endroit. Et regardez, là, vous avez les chiffres le 15 mars. Et il n'y avait que quelques pays qui commençaient à clignoter, à part la Chine, par exemple l'Iran, dont malheureusement je ne pourrais pas parler parce qu'on a vraiment tellement peu d'informations sur ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours en Iran, et on a beaucoup d'informations détournées. Et moi, à ce moment-là, j'étais en Inde de passage, et on s'est beaucoup étonné d'une chose dont on va reparler, c'est la fermeture des frontières. On avait un colloque, des collègues chinois, dont un bon ami à moi devait venir, ils n'ont pas pu venir, et vraiment on pensait que c'était une lubie du gouvernement indien que d'avoir fermé les frontières, y compris à des collègues singapouriens. Et puis ensuite, allons plus loin avec la prochaine diapo. Là, on a vu première vague et des calendriers vraiment différents. Alors, vous n'allez peut-être pas très bien le voir, mais le premier, évidemment, ça a été le sursaut que vous avez eu, là c'est en nombre de morts, hein, c'est beaucoup plus important, a été mesuré aux États-Unis. Et puis ensuite est arrivée l'Amérique latine, progressivement, etc. Et là, vous voyez ces trois cartes, vous êtes familier de ça. C'est des cartes, là, c'est la mortalité par habitant, hein, donc on n'est plus en nombre absolu, sur 3 périodes, à 3 mois de différence. Alors, je m'en suis tenu avant tout à 2020 pour éviter l'effet seconde vague. Et là, ce qu'on a vu, ce qui nous a étonné, enfin les gens comme moi ont été étonnés, c'était le phénomène de diffusion qui s'est mis à l'œuvre. Alors là, je vous montre à l'échelle nationale, c'est grossier, mais vous l'avez vu aussi, enfin parfois, par exemple, on a eu ce papier sur le Pérou et l'Équateur, où on a vu ce qui s'est passé à Guayaquil, mais on aurait pu le voir aussi en plusieurs étapes, comment ça s'est diffusé à l'intérieur de l'Équateur. On a des mêmes choses comme ça sur le Brésil, mais en tout cas, à l'échelle de l'Amérique du Sud, ça a vraiment parfaitement circulé, sauf peut-être, ça n'a pas bien traversé la forêt, et les Guyanes et le Venezuela ont été d'une certaine manière protégés. Quant au Paraguay, hein, on sait, il a été rattrapé plus tard, qui avait été un peu protégé au début. Alors revenons maintenant à la prochaine diapo. Et là, on voit ce qui finalement s'est passé en Asie. Et là, mais où est la diffusion? Là, en fait, regardez, ce sont donc les taux de mortalité cumulés.
c'est à la date d'il y a quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben non, on a encore, enfin, on a des poches nationales. Vous voyez, l'Inde n'a pas encore clignoté sur cette carte, principalement parce que l'Inde sous-estime le nombre des décès, parce que sinon il serait quand même d'une autre teinte que la Chine. Et puis on a toujours l'Iran. Et puis on a une autre poche qui est peu visible sur la carte, il faut regarder un petit peu plus près, c'est l'Arménie et la Géorgie, hein, si on exclut la Turquie, qui ont des taux extrêmement élevés, notamment l'Arménie. Et donc, on voit quand même qu'il y a une zone dans le Caucase, enfin dans le Sud-Caucase, qui s'est formée, une petite poche. Et d'ailleurs, il se trouve que l'Arménie est un pays qui dépend beaucoup de sa frontière avec l'Iran et aussi avec la Géorgie, puisque sinon il est en sandwich entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Ils lui sont quand même relativement hostiles, avec des frontières fermées. Donc oui, petite diffusion à cet endroit-là, mais ailleurs, pas grand-chose à voir. En fait, pratiquement rien à voir. Alors, la prochaine diapo vous montre des évolutions. Et là, je me suis centré sur l'Asie du Sud. Même à l'intérieur de l'Asie du Sud, il y a quand même une circulation, par exemple, entre l'Inde et le Népal, qui théoriquement presque une frontière ouverte. C'est assez rare dans le monde, ça mérite d'être souligné. Mais vous voyez, l'Inde a sa première crise. Donc, l'Inde, c'est la crise la plus importante. Et le Népal, qui est en rouge, va avoir une crise décalée de plusieurs mois. Donc ça, c'est tout à fait étonnant, vous voyez, que ce relatif cantonnement des taux. Et à l'intérieur de l'Inde, je vous montre une carte sur la prochaine diapo, où vous verrez que la mortalité, et c'est une période encore une fois très récente, j'ai fait la carte ce matin, vous voyez les taux, ce sont des taux de mortalité par district, et vous voyez ce clustering, cette concentration autour de la province du Maharashtra, donc de Bombay, de Mumbai, hein, qui est effectivement l'endroit le plus circulant d'Inde, donc l'endroit où est arrivé en premier le virus. Mais vous voyez aussi une petite tache noire au nord, c'est Alloh, c'est Delhi. Il y a également un autre aéroport important. Et puis, vous avez vu une diffusion à l'intérieur de cet état du Maharashtra, donc dans l'inland, le plateau du Deccan. Mais ce n'est pas allé très loin, c'est quand même allé jusqu'à un état relativement isolé, le Chhattisgarh. Voilà. Puis, il y a une autre poche au nord, que vous distinguez mal sur cette carte, qui s'appelle le Pendjab, qui est aussi une zone où il y a énormément de migrants, des Sikhs qui travaillent un peu partout dans le monde. Donc, on retrouve ça. Un an après le début de la crise, vous voyez, il y a des formes qui demeurent, comme si finalement le virus circulait. Alors, allons un peu plus loin, donc avec la prochaine diapo, et essayons de nous demander en quoi l'Asie est différente. Alors, la première chose, c'est que l'Asie, elle est différente du reste du monde, mais elle est différente en elle-même aussi. Vous avez des différences considérables. Aujourd'hui, vous avez cette flambée de mortalité terrible en Inde, une petite reprise dans d'autres pays voisins. Il y a eu aussi une seconde vague dans les Philippines. Et ailleurs, en Chine, enfin dans ce qu'on va appeler l'Asie du Sud, de l'Est, pour faire vite, en incluant le Vietnam pour une fois dans l'Asie orientale, là, rien ne bouge, rien ne se passe. Il n'y a aucun mouvement. Alors, comment peut-on rendre compte de ça? Qu'est-ce que c'est que cette Asie, ces morceaux d'Asie aussi différents les uns des autres? Et en fait, on a déjà compris cette segmentation, elle a été avant tout commandée par la fermeture des frontières, celle dont je parlais justement, qui s'est opérée en Inde aussitôt qu'au mois de mars. Moi, j'avais le temps de rentrer en France sans problème à ce moment-là, sans qu'on me pose la moindre question. Alors, je vais revenir sur quelques explications. Je commence, non, peut-être rester sur celle d'avant, sur la diapo d'avant, oui. Je reviens sur d'abord l'argument qu'avait donné Frédéric Eck, qui était très, très bien avec ses 3 S. Alors, donc, les sentinelles, moi je rajouterais peut-être surveillance, surtout au sens anglais du terme, simulation.
et puis le stockage des produits pour anticiper un aléa épidémiologique. Et puis, un autre facteur très important en Asie orientale, c'est la mémoire épidémiologique. Donc, c'est une forme de rémanence des comportements, des réflexes qui orientent les gens. Il a déjà été question donc, du port de masque. Bon, ben, ça, c'est une chose qui frappe toute personne qui a été en Asie orientale il y a quelques années. C'est l'usage du masque par politesse, par discrétion, etc. Dès que les gens peuvent avoir un petit rhume, ou parfois ils infectent ça aussi, notamment chez les femmes, par coquetterie pour se protéger du soleil. Et puis, troisième dimension, la discipline des corps, une discipline politique, les appareils d'État, pour employer un terme à l'éthusérien. Donc, des dispositifs qui sont en place, qui n'existent pas ailleurs, comme par exemple le contrôle des populations au Vietnam, dans les petits quartiers avec une surveillance, etc. Un dispositif qui serait impossible de mettre en place ailleurs. Ensuite, il y a des facteurs qui sont plus généraux, dont on a parlé à propos de l'Amérique latine et aussi de l'Amérique du Nord, la protection sociale, les formes d'urbanisation, et puis on n'en a pas trop parlé, mais la sécurité de l'emploi, donc indirectement l'emploi informel. Et puis, une dernière dimension, dont là, je crois qu'il n'a pas été question dans ces 2 jours, qui est très importante pour moi, donc c'est ce que j'appellerais le régime de corporalité, la gestion des corps dans la société. C'est une question qui est remontée, vous avez dû en entendre parler à propos de l'Italie, qu'on avait accusé d'un surcroît de tactilité au moment où s'est diffusé le virus à la fin du mois de mars de manière dramatique en Lombardie et autour. Eh bien, ça, c'est une chose qui est particulière à l'Asie orientale, enfin, des traits de comportement, de gestion des corps en société qui la distinguent, par exemple, du reste de l'Asie, et notamment de l'Asie du Sud, où l'empilement des corps est une chose commune, en dépit de toutes les prévenances de genre et de caste, etc. Mais on se retrouve toujours avec des gens les uns sur les autres en allant dans un temple ou acheter un billet de train. Voilà. Mais ces traits-là, pour la plupart, ce sont des traits hérités. C'est une espèce de forme d'inertie sociopolitique, on pourrait appeler ça aussi de dépendance de sentier. Donc, c'est rien de nouveau, a priori. Il n'y a que quelques éléments de la modernité globale qui s'y sont insérés. Donc, je me suis dit, finalement, ça, on le savait déjà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Et j'ai voulu regarder les réponses politiques à la crise. Et sur la diapo suivante, j'ai repris le schéma du trilemme qu'a introduit Robert Boyer, magnifique communication d'ailleurs, pour voir si, à partir de ces 3 pôles, donc je vous le rappelle, en haut, c'est sauver l'économie, en bas à gauche, c'est sauver les vies, et en bas à droite, c'est protéger les libertés publiques. Comment on allait pouvoir mettre les pays comme ça, comment ils allaient s'organiser. Alors, j'ai commencé à faire ça aujourd'hui. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit peu le Brésil et les États-Unis à l'opposé de sauver les vies, parce que c'est les 2 autres principes qui ont prévalu. Alors, ce n'est pas totalement vrai, comme vous le savez, c'est plutôt un schéma qui date de 2020, puisque les États-Unis se sont déplacés depuis l'élection de Biden. Protéger l'économie et protéger les vies, c'était l'impératif chinois comme l'impératif indien de 2020. On parle ici de 2020 pour l'Inde, avec un respect assez limité des notions de privacy, de liberté, avec un usage, par exemple, quasi obligatoire d'outils de traçage, dans une mesure que, évidemment, on n'a pas vue ailleurs. Et donc, j'en ai parlé à des collègues qui m'ont dit, mais attention, il manque quand même quelque chose. Alors, prochaine diapo. Ce qui manque, c'est que
il y a autre chose, c'est que la crise menace les régimes politiques et souvent, ce sont des régimes politiques fragiles. Donc, j'ai voulu rajouter cette dimension. Hein, et donc, la prochaine diapo, j'ai essayé de dessiner une pyramide, mais en fait, j'étais très, très mauvais, ça se lit à peine, en rajoutant une dimension qui est de préserver la clique au pouvoir. Alors, c'est à peine lisible, donc j'en ai fait encore une autre diapo que vous allez voir, c'est la prochaine. Là, elle est beaucoup plus simple, mais il est moins facile de positionner les pays. Alors, j'ai pensé que c'était important, surtout d'après ce que je sais de situations particulières en Afrique, hein, ou dans certains régimes autoritaires d'Asie, où la crise a été utilisée comme un outil pour renforcer le pouvoir et éviter l'érosion. Donc, je vais peut-être m'en tenir là, mais mon idée, à partir de la comparaison interrégionale, c'est de précisément essayer de savoir comment se mettent les pays, comment se mettrait exactement l'Amérique latine, et je ne pense pas qu'elle se mettrait exactement là où je mettrais le Brésil. Il y a plein d'autres pays, et comment ces configurations-là prennent un sens à l'échelle régionale et aussi dans une perspective socio-historique. Et je crois que c'est ma dernière diapo. Voilà, merci. Une dernière diapo avec un virus masqué. Si seulement ce virus pouvait se masquer, il nous simplifierait la vie. Voilà, mais je passe la parole à Emmanuel Bonnet à partir de Ouagadougou. Ok, merci. C'est moi qui mets le PowerPoint ou c'est vous? Si possible, sinon on peut le faire d'ici. Ouais, non, je vais le faire. Plus facile. Je l'ai un petit peu modifié, alors je préfère. Hop. Ok, très bien. Merci de me donner la parole et de m'avoir invité. Alors, moi, désolé, j'ai pas pu suivre parce que en fait, je suis sur le départ. Je suis en fin d'affectation. Je pars dans 2 jours. Donc, évidemment, c'est un peu la course ici. Mais je réécouterai l'enregistrement puisque j'ai vu que toute la conférence était enregistrée. Alors, je vais vous présenter la situation en Afrique. Je découvre aussi l'Égis puisque je suis un tout nouveau dans l'équipe Prodigue. Donc, on m'a demandé de venir ici. Donc, voilà, tout est une découverte pour moi. Je vais donc vous présenter ce qui se passe et ce qu'on suit au niveau de la pandémie en Afrique. Alors, j'ai écrit Afrique de l'Ouest ici. Je vais faire une intro générale sur l'Afrique, mais effectivement, je ferai un zoom plus particulier sur l'Afrique de l'Ouest que je connais un petit peu mieux pour y être présent à la fois au Burkina, mais aussi pour rayonner régulièrement dans l'ensemble des pays voisins sur ces projets. Alors, je commencerai par d'abord une introduction assez générale, c'est-à-dire que finalement, lorsque la pandémie a commencé, on a tous annoncé, enfin tous les médias ont annoncé la catastrophe qu'allait subir l'Afrique face à la pandémie, et puis force est de constater qu'un an après, cette catastrophe n'est pas arrivée. Alors, l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Alors, il y a des faits objectifs et puis il y a d'autres faits qui ne sont pas encore complètement prouvés, mais j'ai plutôt avancé des pistes ici sur cette discussion. Alors, d'abord, nous, ce qu'on a voulu essayer de faire, parce qu'au tout début de cette pandémie, finalement, les informations dans les pays, en tout cas d'Afrique de l'Ouest, étaient assez peu précis. On avait des informations qui venaient des États-Unis avec le Johns Hopkins University, et puis en fait, on se rendait compte que localement, on n'avait pas les mêmes chiffres sur le nombre de cas, le nombre de tests, le nombre de morts. Et donc, à partir d'un collectif de chercheurs IRD, de partenaires qu'on avait dans les pays, on a créé un petit réseau et puis un site Internet pour nous-mêmes créer cette base de données à partir des informations qu'on pouvait obtenir dans les pays. Et c'est le site que vous voyez ici. Donc, l'ensemble de mon propos reprend l'ensemble des travaux de tous ces chercheurs que je remercierai à la fin. Alors, première étape, finalement, la pandémie, elle n'a pas autant touché l'Afrique pour des tas de raisons. Il y a la première, je pense que vous avez évoqué probablement dans vos conférences, c'est que l'Afrique était bien préparée à des épidémies pour en subir un certain nombre depuis de nombreuses années. Et finalement, elle a été capable de réagir très vite, on le verra tout à l'heure, en mettant en place tout un tas de mesures gouvernementales. L'autre aspect principal qui a été évoqué, c'est la jeunesse de sa population. Et comme cette maladie touche principalement, en tout cas dans les cas graves, les personnes les plus âgées, on explique un faible impact de cette épidémie sur la jeunesse de la population, enfin sur l'Afrique, à cause de la jeunesse de la population. Et puis il y a un autre fait qui est peut-être un peu moins souvent évoqué, mais qui est quand même assez important, c'est aussi le mauvais testing et le mauvais comptage que l'on peut avoir dans ces pays. Il faut quand même faire très attention aux chiffres qui sont annoncés,
J'y reviendrai tout au long de la présentation, mais entre le nombre de cas qu'on détecte, le nombre de morts que l'on compte, il faut vraiment se poser la question de la manière dont c'est vraiment fait dans les pays. Et je vous donnerai l'exemple en conclusion sur le cas du Burkina que je côtoie au quotidien. Alors, si on regarde de manière globale, on voit bien que sur le continent, c'est très, très, très différent. On a l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Égypte, l'Éthiopie qui ont été particulièrement touchés avec un nombre de cas important, avec des systèmes de testing justement qui sont peut-être un petit peu plus précis et un petit peu, quoique imparfaits, mais meilleurs en tout cas que ceux d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et donc, on obtient vraiment une différence très, très importante du nombre de cas, mais également de la létalité à l'intérieur des différents pays. Si on regarde à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, on se rend bien compte que le nombre de cas est vraiment incomparablement plus faible que n'importe quel endroit sur la planète. On a au Burkina vraiment très très peu de cas. On dénombre 155 morts au jour d'aujourd'hui, ce qui est quand même assez étonnant. Et pourtant, les autorités, elles, considèrent que ce chiffre est juste. Si on regarde les voisins directs, on se rend compte qu'il y a de grandes différences. Et donc, ça nous permet de douter finalement sur ces chiffres. La chose qui est claire, en revanche, c'est que si les 155 morts du Burkina et l'ensemble des données de mortalité que l'on voit dans ces pays sont probablement pas justes, la chose qui est claire, c'est qu'il n'y a pas non plus la catastrophe annoncée. S'il y avait des excès de mortalité extrêmement importants, on le verrait dans un certain nombre d'autres courbes, d'autres données qui sont disponibles dans les pays. Et surtout, on le saurait par la rumeur et par les voisinages. On saurait qu'il y a des surcharges dans les cimetières ou des choses comme cela, de manière un petit peu informelle de calculer la mortalité sans la dénombrer réellement, mais qui nous permettrait d'avoir des idées. On n'a pas ces événements-là, on ne le sait pas. Il n'y a jamais eu ce genre de rumeurs qui sont remontées dans les pays. Donc, ça tue moins qu'ailleurs, mais en revanche, les chiffres qui sont annoncés sont probablement assez peu précis. Alors, justement, l'autre élément qui est important, c'est de regarder à l'intérieur de ces différents pays, et là je zoome sur l'Afrique de l'Ouest, comment finalement l'épidémie s'est déroulée entre le début mars, et moi je suis allé jusqu'à aujourd'hui, puisque sur le site on suit au quotidien, et on voit bien qu'il y a alors cette première vague qui est à peu près commune à tout le monde, mais on voit bien que l'intensité elle est très très différente en fonction des pays. Notamment, on distingue bien une différence dans les pays sahéliens et puis les pays qui sont plus côtiers, dans le golfe de Guinée ou du côté de Dakar avec le Sénégal, la Guinée ou même la Mauritanie. Et puis, on observe ensuite, pendant la période de l'hivernage, la période sèche, on a vraiment une phase de décroissance de l'épidémie. Et puis, depuis la fin de l'année, une succession de deuxièmes vagues qui sont totalement décalées en fonction des pays, avec des intensités différentes. Par contre, le point commun, c'est que cette deuxième vague, elle est plus intense que la première, et on l'a vraiment constaté ici au quotidien, en tout cas en nombre de cas. Alors justement, si on parle de nombre de cas, on ne peut pas faire l'impasse de regarder quels sont le nombre de tests qui sont réalisés dans les pays, et c'est là que le bas blesse, puisqu'on s'aperçoit, vous voyez, que sur cette courbe, qu'en fonction des pays, on a vraiment une très très grande inégalité du nombre de tests qui sont réalisés dans les pays. Au Burkina Faso, par exemple, on tourne en moyenne à 1000 tests par jour dans l'ensemble du pays. Donc évidemment, on détecte moins de personnes dans ces 1000 tests. Alors, la manière de regarder ces tests, c'est important parce que si on regarde un pays comme le Burkina Faso, finalement, on s'aperçoit qu'on teste. On a 10 centres de tests dans la capitale, à Ouagadougou. On en a 6 dans la deuxième ville, qui est Bobo-Dioulasso. Puis dans tout le reste du pays, il nous reste 8 centres de tests. Donc, ça veut dire que toutes les populations rurales ne sont absolument pas testées et de toute façon ne veulent pas y aller. Donc, ça veut dire que la manière de mesurer le nombre de cas positifs est extrêmement, extrêmement faible et donc assez peu représentative de la réalité. Alors, si on essaye de regarder justement ces différentes phases épidémiques dans toute la sous-région, comme je vous le disais tout à l'heure, si on regarde la colonne du milieu, on a cet ensemble de pays plutôt sahéliens qui ont des vagues qui sont à peu près dans les mêmes périodes et avec des intensités différentes, avec le Sénégal qui se distingue des autres pays, avec un nombre de décès et un nombre de cas beaucoup plus importants, mais aussi un pays où on teste mieux et où on mesure mieux les personnes positives. Je remarque que dans ces pays, on a une situation qui est assez particulière, mais heureusement en train de se régler en ce moment. Si vous voyez que le Mali,
a connu une troisième vague extrêmement importante et la plus importante il y a quelques semaines, avec le pic le plus haut atteint dans le pays il y a 15 jours, 3 semaines. Ensuite, j'ai mis à l'écart le Nigeria, qui est vraiment le pays qui est exceptionnel dans la sous-région. Alors, il est exceptionnel aussi parce que c'est la plus grosse population, donc tout ça est tout à fait proportionnel. Mais voilà, on a les deux vagues également, avec la deuxième qui est plus importante, et puis un plus grand nombre, effectivement, de populations qui ont été atteintes. Et puis ensuite, la dernière colonne, celle qui est plutôt dans le golfe de Guinée, où là encore, on a des vagues différentes. Et vous voyez par contre des très, très grosses différences à l'intérieur des pays, avec le Bénin, où il apparaît qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, où il y a un énorme contrôle des données et une très, très faible diffusion des informations. On se bat chaque jour pour récupérer les données. Et vous voyez que c'est le seul pays où on a très, très peu d'informations sur le test. C'est les barres bleues qui sont en arrière-plan. Et donc, évidemment, on a beaucoup de mal à comprendre ce qui s'y passe. Alors, voilà, ces situations sont très hétérogènes. Ça soulève énormément de défis pour comprendre cette différence, par exemple, entre les taux d'attaque que l'on peut avoir dans les pays et puis les taux de létalité. Mais tout ça peut s'expliquer en partie par ce mauvais comptage dans les différents pays. Ce qu'on a essayé de faire également, c'est d'observer comment ces pays se sont comportés pendant la première phase, la première vague, et notamment dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des points communs, ces différents pays, ces 7 pays que vous voyez ici, avec en point commun en particulier une réponse rapide et forte. C'est intéressant de voir qu'au Burkina, la première mesure est arrivée, et dans d'autres pays d'ailleurs, les premières mesures ont été mises en place avant même que les premiers cas ne soient déclarés dans les pays. Donc ça, c'est vraiment une réponse très, très forte des pays, avec à la fois les fermetures des frontières, à la fois la mise en place des couvre-feux, les fermetures des marchés et l'interdiction de circulation entre les régions, qui sont les principales mesures. Elles ont aussi également ciblé, en confinant des villes, enfin en mettant en quarantaine des villes. Il n'y a pas eu de confinement en Afrique de l'Ouest, en tout cas, qui ont été observés. Et puis ensuite, une levée progressive de ces différentes mesures. Ces points communs, donc, on peut les détailler un petit peu. C'est des mesures concernant les lieux de culte. C'est vraiment tous les pays ont appliqué ces mesures. C'est aussi une des mesures qui a été levée le plus rapidement, notamment en fin de Ramadan, puisque la première vague coïncidait à cette période-là. Donc, il y avait une forme de pression quand même pour essayer de réouvrir les lieux de culte à la fin du carême. Ensuite, on a observé que dans tous les pays, il y avait une centralisation des décisions et de l'organisation des soins qui rayonnait sur l'ensemble du pays. Et ça revient, alors c'est à la fois positif de certaines mesures, mais c'est aussi la contrainte que j'évoquais tout à l'heure, c'est que c'est essentiellement les capitales et éventuellement quelques villes secondaires qui ont offert un vrai système de dépistage, un vrai système de soins. L'ensemble du monde rural a été totalement oublié par ces pays. Ensuite, on a remarqué également qu'au bout d'un moment, on a eu un certain nombre de contestations sociales par les populations, évoquant notamment la partie la plus délicate des mesures, celle qui consistait à fermer les marchés, et avec des manifestations où on disait autant être malade du Covid et éventuellement mourir du Covid, mais on va plus vite mourir de faim qu'autre chose. Donc, il faut cesser et réouvrir les marchés. Et enfin, on a observé une forme de conciliation des priorités politiques et économiques et de santé publique dans l'ensemble des pays. Alors, je voulais terminer par la vaccination. Alors, même si j'ai compris qu'on devait plutôt parler d'un an et peut-être pas la période actuelle, mais je pense que c'est une chose qui est importante. Aujourd'hui, on a donc, un certain nombre de pays d'Afrique font partie de l'initiative COVAX, comme ailleurs. On observe une mise en place extrêmement lente de la vaccination. Ça fait à peine un mois et demi qu'on a cette vaccination qui se met en place, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à avoir des données. Les deux seuls pays pour lesquels on a des données à peu près précises et quotidiennes, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Depuis ce matin, le Mali, donc désolé, je n'ai pas eu le temps de l'intégrer dans mon diapo. Mais on observe avec la carte que vous voyez sur votre droite,
vraiment une très, très grande différence à l'intérieur du pays et finalement, au final, très, très peu de doses qui sont disponibles. Ce qu'on regarde également et qui est inquiétant, c'est cette diminution finalement du recours à la vaccination. J'étais en Côte d'Ivoire la semaine dernière et j'étais dans un centre de santé pour faire un test PCR pour pouvoir voyager. Et c'était aussi le lieu où on vaccinait. Et en fait, les médecins disaient que personne ne venait. Il y avait énormément de mal à motiver les populations à y venir. Ils m'ont même proposé de me vacciner, mais ça aurait été posé un problème sur le deuxième vaccin. Et donc, ils ont utilisé, par exemple, un atelier que j'organisais sur un tout autre sujet que Covid pour faire venir les directeurs régionaux de santé pour profiter de la population qui était présente pour annoncer et essayer de sensibiliser au fait de venir vacciner. Donc, on observe des grandes difficultés à l'intérieur du pays. En revanche, on n'observe pas la même chose à Abidjan où là, le recours à la vaccination est plus important. Donc, voilà, un certain nombre d'enjeux et de défis qu'il va falloir observer avec attention sur la vaccination sur le continent, en particulier dans cette région ouest africaine. Voilà ce que je voulais vous dire. J'avais 15 minutes, donc je pense que je ne suis pas très loin, 14 minutes. Et donc voilà, ici l'équipe internationale qui a permis de collecter l'ensemble de ces données pour essayer d'offrir la synthèse que je viens de vous donner. Voilà. Merci infiniment. Je pense que voilà, on a beaucoup de points à discuter sur ces deux premiers exposés. On va entendre le troisième, celui de Laurent Bonnefoy. Et je pense qu'on a voilà, beaucoup de choses à commenter sur ce phénomène commun. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ma communication, en fait, elle va se structurer autour de deux éléments. Il y a donc une ambition qui est double. La première, c'est de vous présenter un petit peu une expérience collective de séminaire en ligne qu'on a pu lancer sur la thématique du Covid depuis mon laboratoire, parce qu'en fait, je suis habituellement effectivement aux séries, mais maintenant, je suis affecté depuis 2 ans dans la région du Golfe, dans une UMIFRE, c'est-à-dire une unité mixte CNRS, ministère des Affaires étrangères, qui s'appelle le CEFREPA, le Centre français de recherche de la péninsule arabique. Et avec les autres UMIFRE du monde arabe, on a lancé une initiative dès le mois d'avril 2020 qu'on a appelé le SOCOSMA. Donc, c'est le séminaire d'observation du Covid-19 dans les sociétés du monde arabe, avec donc le centre Jacques Berck de Rabat, l'IRMC, donc c'est l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain de Tunis, le CEDEJ du Caire, le CEDEJ Khartoum, l'IFPO, c'est l'Institut français du Proche-Orient qui est à Beyrouth, Amman et puis dans les territoires palestiniens. Et puis enfin, mon propre institut qui a la maison mère au Koweït. Donc, bon, ma présentation s'attachera à vous présenter un petit peu plus en détail ce séminaire. Et puis ensuite, le deuxième temps, ce sera de vous fournir, à la lumière justement des réflexions qui ont pu être menées dans le cadre de ces rencontres, un panorama des principales caractéristiques de la pandémie dans le monde arabe, avec un souci d'ouvrir à la comparaison. Et c'est vrai que les deux discussions précédentes ont bien insisté sur cette réflexion à mener sur ce qui caractérise, qu'est-ce qui parfois singularise les différentes régions sur lesquelles on travaille. Donc, l'expérience du SOCOSMA, elle est née, je dirais, d'un souci qui s'est développé au sein de notre institut par rapport à un usage qui est peut-être devenu irraisonné de notre mobilité. Et c'est donc avec un certain enthousiasme, je dirais, et puis avec une expérience relative aussi, qu'on a pu se saisir des outils de communication en ligne. Et je pense que ça, c'est important de bien le saisir. Et si là, on est entre, je ne sais pas combien de fuseaux horaires, mais on doit bien s'étaler sur une petite dizaine, c'est quand même un atout qui est assez extraordinaire. Je vois qu'on est une cinquantaine à être encore connectés. En fin de colloque, il n'est pas certain que si on avait un colloque à Paris, on arriverait à mobiliser toutes ces personnes-là. Et c'est fort de ce constat aussi qui nous a semblé important, intéressant de développer un outil de séminaire en ligne.
dans le même temps, on était évidemment sonné par ce qui se passait, notamment parce que dans la région, et c'est un point qu'Emmanuel Bonnet a pu souligner, on a pu constater dans le monde arabe peut-être une forme de décalage entre les phases ou les premiers cas et puis les décisions des États. Un certain nombre de mesures qui se sont avérées extrêmement restrictives, de fermeture des écoles très tôt, avant même qu'il y ait des cas réellement constatés. Et donc, on a senti finalement assez rapidement, du fait de ces décisions des gouvernements, combien la pandémie était quelque chose non seulement de sérieux sur le plan sanitaire à l'échelle mondiale, mais aussi combien ça transformait les sociétés. Donc, on avait affaire à un fait social total qu'il était légitime d'étudier. Alors, parallèlement, et je pense que ça c'est lié peut-être à la position de l'UMIFRE à laquelle j'appartiens, le CEFREPA, qui couvre l'ensemble de la péninsule arabique, on avait une habitude, je dirais, particulière ou une appétence particulière pour l'approche comparative. Et c'est pour ça qu'on a eu cette idée au sein du centre de lancer à l'échelle du monde arabe une approche comparative à travers ce séminaire. Le troisième élément qui nous semblait intéressant et qui légitimait probablement la constitution d'une synergie nouvelle à travers un séminaire en ligne, c'était le fait que peut-être notre profession de chercheur, qui est souvent attaquée, était attendue au tournant, particulièrement par ce qu'on appelle les tutelles, c'est-à-dire le CNRS d'une part, mais surtout le ministère des Affaires étrangères qui finance les instituts. Et il y avait réellement une demande. Et là, la volonté chez nous de montrer qu'on savait aussi se mobiliser et répondre à quelque chose qui était comme une urgence. Et enfin, face à cette urgence et face à une certaine habitude peut-être de fonctionner en sous-régions qui elles-mêmes seraient comme des silos, il nous semblait intéressant de développer justement des synergies et de s'appuyer sur ces nouveaux outils. Et donc, le SOCOSMA a été lancé avec la première séance, le temps de l'organiser tout début mai, avec une séance sur le sultanat d'Oman, avec un jeune doctorant, Mehdi Ayashi. Et rapidement, on a, à travers les 12 séances, réussi à couvrir un spectre très large de population, puisqu'on concerne 450 millions d'habitants, l'ensemble du monde arabe, du Maroc à l'Oman, effectivement, à travers une démarche qui était pluridisciplinaire, qui a permis de fidéliser un certain public. On avait en général une cinquantaine de participants. Et puis aussi une mise en ligne avec une chaîne YouTube qui est dédiée. Alors les visions sont assez inégales, mais un certain nombre ont atteint ou dépassé les 500 vues, ce qui est tout à fait considérable quand on imagine la confidentialité d'un certain nombre d'événements. Alors, cette expérience, elle a aussi, je dirais, posé un certain nombre de questions. La première, c'est celle de finalement l'élargissement du vivier des chercheurs, c'est-à-dire que les UMIFRE finalement fonctionnent en tant que tels sur un petit nombre de chercheurs qui sont en poste, de doctorants qui peuvent être attachés, de chercheurs associés. Et là, on a, à travers les différentes expériences, aussi cherché à mobiliser des chercheurs qui sont aussi extérieurs à nos propres institutions. Et ça, je pense que c'est un atout important de l'expérience et c'est quelque chose qu'on cherchera toujours à accentuer d'une certaine manière. Malgré tout, on a eu une difficulté qui est peut-être une difficulté linguistique, alors qui est celle qui, je pense, se pose aussi à l'échelle des Amériques, qui est celle de trouver finalement, quand on veut avoir une démarche comparative,
la bonne langue. Alors, à l'échelle du monde arabe, il y a évidemment l'arabe, mais avec des difficultés parfois d'expression, de communication, de compréhension. Et puis, ce n'est pas toujours très pertinent pour justement toucher le public des jeunes chercheurs ou des doctorants qui sont encore en formation. Et puis, par ailleurs, ni le français ni l'anglais ne sont nécessairement des langues qui sont partagées. Après, la dernière difficulté, c'est celle à laquelle on est toutes et tous, je pense, maintenant confrontés, c'est bien évidemment celle de la lassitude par rapport à ces outils-là, notamment quand on enseigne, ce qui n'est pas mon cas, mais je conçois bien qu'il y a une forme de trop-plein et aussi parfois des phénomènes de concentration des événements qui, par un curieux hasard, mais qu'on arrive très bien finalement à expliquer parce que les événements se concentrent finalement sur une semaine ou réellement une période limitée. Toujours est-il que voilà, cette expérience du SOCOSMA nous a semblé réellement pertinente, tant et si bien qu'on espère pouvoir la poursuivre non plus directement sur le Covid, mais peut-être en abordant d'autres dimensions comparatives. Et bien, on se dit toutes et tous que Zoom ou un autre outil est finalement là pour rester et va très profondément transformer nos pratiques. Alors, je vais terminer peut-être en évoquant donc ce qui constitue le deuxième temps de ma présentation, c'est-à-dire d'essayer de voir comment, à la lumière des discussions qu'on a pu avoir, à la lumière de mes propres réflexions, puisque je suis donc en Oman depuis bientôt 3 ans, eh bien, il y a un certain nombre de traits saillants, de caractéristiques, je ne sais pas si on doit dire de spécificités, de cette région du monde arabe, donc du Maroc au sultanat d'Oman. La première des 4 caractéristiques que je souhaite pointer du doigt concerne en fait la redéfinition du rôle des États à travers la pandémie, avec la mise en avant assez structurante ou restructurante d'un discours scientifique ou du moins d'un vernis de scientificité qui a ouvert partout un nouveau champ d'intervention, c'est-à-dire la santé, qui avant était très largement négligée avec des fortes logiques de privatisation. Cette dimension, elle a pu être mise en avant de façon manifeste par les États, d'autant plus fortement que, notamment au cours de la première vague, il y avait dans la région, je dirais, un avantage comparatif quand il se comparait à la situation des pays occidentaux. C'est-à-dire une capacité à montrer que nous, en tant qu'État du monde arabe, on sait bien gérer ces questions-là, avec peut-être parfois une certaine, je ne sais pas si on doit dire surréaction, mais en tout cas des décisions qui étaient extrêmement restrictives. J'ai dit par rapport à l'école, la fermeture des écoles pendant de très longues phases, mais qui montrait dans le triangle qui a été présenté initialement, eh bien, qu'il y avait une véritable volonté de préserver les vies humaines, beaucoup plus que, par exemple, dans les pays occidentaux. La deuxième caractéristique qui est peut-être là contre-intuitive et notamment qui contredit un certain nombre de choses qu'on peut parfois entendre dans les médias, c'est que finalement, les acteurs religieux musulmans, qui sont les acteurs dominants dans la région, ont finalement été très peu enclins à contester le grand narratif sur la pandémie et sa réalité. Ça a été noté tout à l'heure concernant les lieux de culte, mais ça continue aujourd'hui alors qu'on vit le second ramadan sous Covid. Et même, je dirais, les groupes les plus marginaux, y compris les mouvements dits djihadistes, eh bien, finalement, ont adopté une lecture de la pandémie qui était assez commune à celle des autres acteurs. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui apparaît comme plutôt contre-intuitif
et qui permet aussi, pour ce qui concerne, je dirais, les grands acteurs dominants religieux, de pointer du doigt finalement le contrôle du champ religieux par les États. La troisième caractéristique concerne le déploiement de logiques xénophobes qui sont certes distinctes d'un lieu à l'autre du monde arabe, mais qui sont une tendance extrêmement forte dans les pays du Golfe, dans les monarchies, où il y a très directement eu des régimes de distinction qui se sont opérés entre les étrangers et les nationaux, y compris par exemple initialement dans le décompte des cas, avec une volonté implicite de mettre en avant en fait l'existence ou la prévalence de la majorité des cas parmi les étrangers. Et puis, pour ce qui était des mesures, je dirais, de sauvegarde économique qui ont très directement bénéficié aux étrangers. Et dans tout un tas de pays, il y a eu, il y a depuis longtemps des politiques de nationalisation de l'emploi et donc de remplacement des travailleurs étrangers qui sont dans les monarchies du Golfe dominants pour ce qui concerne, majoritaires pour ce qui concerne les travailleurs. Et donc, il y a cette logique-là de restriction qui est tout à fait importante. D'autant plus que, comme ça a été montré par le premier intervenant, la pandémie s'est très largement déployée à partir de l'Iran. Et dans le contexte de rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite, eh bien, il y a eu une mise en avant de cette dimension. Et puis, la quatrième caractéristique, qui est peut-être la plus forte dans la région, c'est celle finalement d'une conjonction de crises. Je crois que ça a été évoqué initialement aussi pour ce qui concerne l'Amérique latine, avec une crise économique, des crises politiques également. Mais là, on a réellement, à partir de trois cas, je dirais le Liban, le Yémen et puis la Syrie, une véritable superposition de crises extrêmement profondes, ou de conflits ou de guerres, qui ont finalement, d'une part, fragilisé peut-être les institutions de santé très directement, mais aussi relégué finalement au second plan cette pandémie, avec parfois des effets de retard très significatifs. C'est le cas par exemple au Yémen, parce qu'il y a une situation de guerre, parce qu'il y a un blocus. Les mouvements de population étaient très limités, et donc on a eu une arrivée tardive. Et là, aujourd'hui, la seconde vague, qui en fait est peut-être la première au Yémen, est extrêmement violente, tout simplement parce qu'il n'y a plus de structures de santé, il y a une population qui est extrêmement affaiblie, usée, et ça pose des problèmes tout à fait significatifs, y compris dans ce qui était évoqué tout à l'heure par Emmanuel Bonnet, tout simplement de chiffres. Enfin, une autre caractéristique qui est peut-être intéressante et qui concerne le sultanat d'Oman où je suis, on a eu une transition politique après le décès du sultan qui avait régné pendant 50 ans, qui justement coïncide là avec cette crise et tout un tas d'effets justement de légitimation, de recomposition du pouvoir, avec ce lien et ce discours qui est généré autour de la capacité de l'État à se réinventer autour de l'intervention dans le domaine sanitaire, qui permet aussi de mettre en avant des nouveaux acteurs, avec ici un conseil suprême de gestion du Covid qui permet aux élites peut-être plus traditionnelles d'apparaître au second rang, qui justement est tout à fait intéressante, je pense, à observer, et qui ouvre un certain nombre de pistes pour la comparaison. Je vous remercie. Merci infiniment. Voilà, je pense que c'est des trois exposés extrêmement
riches et qui nous ont permis de voir déjà d'autres aires venues d'autres zones géographiques aussi, y compris par l'endroit où se trouvent les intervenants. Alors, je vais juste faire 2-3 commentaires rapides. D'abord, je trouve intéressant que donc, il y a eu des initiatives communes de la part, enfin communes, semblables, de la part des différents États qui sont confrontés à la pandémie, mais finalement aussi de la part des différents chercheurs et unités de recherche. Donc, je vois que nous avons plusieurs d'entre nous essayé de mettre en place des observatoires, des séminaires, des réunions. Voilà. Donc, les outils sont un peu partagés. Et Laurent parlait de l'UMIFRE à laquelle il appartient. Je suis moi-même membre d'une UMI. Et c'est l'occasion de signaler aussi aux collègues qui nous écoutent que les centres français à l'étranger accueillent les chercheurs de toute la communauté française et que c'est ouvert aux professeurs, aux chercheurs, etc. et que les candidatures sont les bienvenues. Alors, nous avons, pour reprendre la provocation initiale de Christophe, est-ce que les aires culturelles sont un paramètre intéressant dans cette histoire-là ou pertinent? Je pense que la pandémie est un phénomène commun. Ce dont nous apercevons malgré la rapidité, on a l'impression que le monde va toujours beaucoup plus vite, mais donc ce phénomène a été vite, mais malgré tout, sa temporalité est variable. Et donc, on s'aperçoit, la question est en fait de savoir si la variable culturelle, elle joue justement sur cette temporalité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut expliquer par des facteurs culturels le fait que l'explosion en Inde ait lieu beaucoup plus tard? Est-ce qu'on peut expliquer par des facteurs culturels que cette explosion jusqu'ici on ne la voit pas en Afrique? Ou est-ce que ce sont d'autres variables géographiques, économiques, géopolitiques qui sont à l'œuvre? Donc, c'est un petit peu la question que j'aurais pour les différents intervenants. Néanmoins, ce qu'on voit jusqu'ici, c'est que malgré tout, deux points que je vois. Le premier, c'est que la mémoire des sociétés me semble jouer un rôle dans cette histoire-là. C'est Frédéric Eck le rappelait, Emmanuel et Laurent ont également insisté, et ça se voit jusqu'en Afrique, puisque c'est soit la mémoire des pandémies plus ou moins récentes et la préparation qui en résulte. Et je fais le pont avec ce qui a été dit dans la table ronde précédente sur les sociétés amérindiennes. C'est bien la mémoire des pandémies chez les sociétés amérindiennes qui les ont amenées à prendre, elles aussi, des mesures assez radicales parce qu'ils voyaient tout de suite où est-ce que ça allait. Et l'autre point, peut-être pour refaire un point de débat sur les aires culturelles qu'on pourrait imaginer, c'est que finalement, si on regarde la situation pandémique à l'heure actuelle, les taux de mortalité, les taux de contamination, même si la situation explose en Inde, malgré tout, par rapport à la gigantesque population du sous-continent indien, on est encore dans des choses assez faibles. Et donc, en fait, ce qu'on a, c'est dans un panier l'Europe et les Amériques, du Nord et du Sud, et à côté le reste du monde. Donc, finalement, la question, c'est est-ce que le paramètre, c'est l'Occident qui avait oublié ce qu'étaient les pandémies et qui donc se trouve particulièrement impréparé à ces événements, et les autres continents ou les autres, tout le reste, qui étaient des gens qui avaient déjà vu ce qui pouvait se produire ou qui avaient été confrontés récemment à des épidémies et qui donc étaient mieux préparés. Voilà. Sur ces réflexions, je pense que Frédéric, qui nous a rejoint, qui avait ouvert le colloque et qui l'a suivi bien régulièrement, peut aussi, lui, nous faire part de quelques réflexions sur ces comparaisons intercontinentales, interaréales et interculturelles. Je veux bien lancer une question puisque François m'y encourage. C'est assez intéressant de faire l'hypothèse selon laquelle les sociétés africaines auraient été mieux préparées que les sociétés américaines et européennes aux pandémies, parce qu'effectivement, elles ont des épidémies régulières et il y a une mobilisation des autorités gouvernementales pour mettre en place des vaccinations rapides pour évacuer des populations. Et en même temps, il y a une différence entre l'Asie et l'Afrique que j'ai un peu creusé avec mon collègue Guillaume Lachenal, qui est historien de la médecine en Afrique. C'est que en Asie, effectivement, la mobilisation implique la population, notamment à travers une industrie du film, toute une culture populaire qui fait que voilà, la crise du SRAS est rentrée dans les imaginaires, alors qu'en Afrique, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus opportuniste l'usage des
techniques de préparation aux pandémies. Ça permet d'obtenir des financements de l'Organisation mondiale de la santé. On fait des exercices de simulation de pandémie dans des hôtels. Et donc, la population a un rapport beaucoup plus ironique, c'est le terme de mon collègue Guillaume Lachenal, aux techniques de préparation. Et je me demande dans quelle mesure, effectivement, la pandémie va faire que cette ironie va devenir plus sérieuse, en quelque sorte. Mais effectivement, on peut penser que le facteur principal, c'est la jeunesse de la population plutôt que la préparation aux pandémies. Voilà. Et donc, Laurent, et puis après Emmanuel, peut-être. Ah oui, je pense que toutes ces variables-là, elles se conjuguent sans doute, mais je pense qu'il est important aussi de bien garder à l'esprit qu'on a affaire à des temporalités qui finalement, là, nous paraissent longues parce qu'on est toutes et tous un peu épuisés par ces successions-là. Mais je dirais que c'est, bon, voilà, au terme probablement de plusieurs années qu'on arrivera à bien comprendre. Parce que quand on a comparé, par exemple, le cas de l'Allemagne et puis de la France lors de la première vague, on a mis en avant tout un tas de supposées résistances, soit culturelles, soit liées à un système de santé, sans réellement prendre en compte ce que peut-être les journalistes appelaient le facteur chance, mais qui en fait est simplement des phases qui sont différentes et qui, avec une pandémie, mettent énormément de temps à s'installer. Et je pense que il faudra probablement attendre pour pouvoir démêler justement toutes ces variables. Oui, je voulais intervenir aussi sur les questions africaines. Je suis assez d'accord sur votre hypothèse de dire que le principal critère, c'est probablement la jeunesse de la population qui explique ce qui se passe. Il y a aussi la piste de la fameuse immunité croisée que les chercheurs de Pasteur avaient mis en évidence il y a quelques mois, justement parce que ce qu'on appelle les grippes ici en début d'année, qui sont véhiculées par l'harmattan notamment, sont en fait aussi des coronavirus. Donc, ils sont en train de travailler sur cette sorte d'immunité croisée qui expliquerait une forme de conséquence un peu moins forte, à confirmer. Mais en tout cas, il y a cette piste-là qui est aussi assez intéressante à regarder. Sur la préparation à l'épidémie, je suis complètement d'accord avec vous. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont réagi très vite. Donc là, c'est vraiment l'expérience, je pense. Ils ont été capables de mettre très vite en place des protocoles très stricts, notamment les pays qui avaient été touchés par Ebola, parce qu'ils se sont dit, tiens, c'est hyper contagieux, ça doit être comme Ebola, il faut qu'on mette en place des systèmes très stricts. Donc ça, on l'a observé en Guinée, on l'a observé en Côte d'Ivoire, aussi d'une certaine manière au Burkina et au Mali. Mais très vite, ils se sont rendus compte qu'on n'avait pas besoin de ce protocole aussi strict. Et ce qu'on observe quand même depuis quelques mois, c'est une chute assez inquiétante justement de ces protocoles très stricts. Je vais prendre quelques exemples. Le testing, par exemple, lorsqu'on veut voyager, était théoriquement uniquement nasopharyngé. Il y a des jours où ils n'ont pas envie d'embêter les gens, ils n'ont pas envie de s'embêter eux-mêmes, et ils vous font ouvrir la bouche et gratter la langue pour faire le test Covid, et ils le font passer comme un test nasopharyngé. Donc, bon, bref, comprenez qu'il n'y a pas beaucoup de cas en ce moment au Burkina Faso, mais on sait pourquoi, en fait. Si on compare la manière même lorsqu'on fait un vrai test, la manière théorique de le faire, telle qu'on peut le faire en France, 5 secondes dans chaque narine, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques. Au Burkina, ce n'est pas beaucoup plus qu'une seconde et demie dans une seule narine. Donc voilà, ça veut dire que, OK, ils sont préparés aux épidémies, mais cette épidémie, elle n'est pas aussi dramatique qu'ils l'imaginaient au départ. Et du coup, elle est bien moins virulente que toutes les autres épidémies qu'ils peuvent avoir. Donc, du coup, je dirais que l'attention qu'ils portent aujourd'hui, en tout cas au Burkina Faso et au Mali, on l'observe vraiment, et l'énergie qu'ils mettent à lutter contre cette épidémie, elle n'est plus aussi forte qu'au tout début de la pandémie. Et puis là, il y a un phénomène assez nouveau qui vient d'arriver il y a quelques semaines. En fait, on s'aperçoit que, et ça fait écho à votre remarque sur les subventions, toutes les subventions de riposte contre la Covid ont été débloquées il y a 1 an sur généralement 12 mois de crédit.
Et 31 mars, par exemple, toutes les motivations, donc les petites primes qu'on donnait au personnel qui travaille dans les centres de lutte Covid, se sont arrêtées. Et donc, la conséquence, c'est que toutes les personnes se sont mises en grève et ne font plus remonter les données. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est assez compliqué. Alors là, de nouveau, on commence à entendre parler de nouveaux dons. Parce que, évidemment, les données qui sortent sont des mauvaises données. Les seules qui sont fiables, en fait, ce sont celles pour voyager, puisqu'en fait, on paye tous nos tests pour voyager. Et celui-là, il est autofinancé. Donc voilà, il y a cette grande préparation épidémique, c'était vrai au début, ça l'est de moins en moins, et plus l'épidémie avance, moins les Africains se sentent concernés, et moins l'hypothèse de la préparation épidémique est valable. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est probablement la jeunesse, mais aussi attention, je pense qu'on sous-estime la situation dans les pays. Merci. J'aimerais bien entendre une réaction de Christophe sur les différents éléments du débat et les facteurs dont on vient de parler, et également sur une interrogation personnelle qui est que quand on regarde les taux de décès jusqu'ici, donc en Europe et aux États-Unis, on est à 1,5 pour 1000, voire on va arriver au 2 pour 1000. 2 pour 1000 sur la population indienne, ça nous fait 3 millions de morts. Donc, est-ce qu'on est parti en Inde pour ce genre de bilan ? Bon, moi, honnêtement, ça fait 1 an que j'ai cessé de faire des pronostics démographiques sur les évolutions. En tout cas, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a très clairement des phénomènes de vagues, que les vagues ont atteint pratiquement tous les pays du monde, à part l'Asie orientale, que les niveaux sont bien sûr déterminés par l'âge, mais bon, là, le démographe que je suis pourrait vous dire qu'on contrôle facilement ça, l'effet de l'âge, hein, pour voir qu'il demeure des endroits qui sont peu touchés, par exemple, le Japon est le pays le plus vieux du monde, et c'est le pays le moins touché du monde. Donc, l'âge ne va pas nous aider, nous éclairer outre mesure. D'autre part, les niveaux, même à l'intérieur de l'Afrique, sont très divers. L'Afrique du Sud, maintenant, a un taux de mortalité cumulée qui est comparable à celui de l'Allemagne. Bon, l'Afrique du Sud est un tout petit peu plus jeune que l'Allemagne, plus vieille sans doute que le reste de l'Afrique subsaharienne, mais néanmoins, on voit des choses, et d'ailleurs, on voit une progression de l'Afrique australe, hein, à la différence du reste. Donc, il n'en a pas été tellement question là, mais avec les niveaux, la seconde vague est terminée en Afrique du Sud. En tout cas, elle a été vraiment virulente et très, très méchante. Donc, en fait, il y a des parallèles. Enfin, moi, je pratique beaucoup la reconnaissance des formes actuellement, parce qu'on n'a pas de théorie, on est dans un brouillard épistémique complet, donc on dit n'importe quoi, etc. C'est bien, mais au moins, il y a des formes régulières qui se répètent, qui se retrouvent. Bon. Une d'entre elles, ce sont les vagues. Et donc, ça permet… On a vu plein de ces espèces de dromadaires, donc sur les courbes, ce ne sont pas des curiosités, en fait, ce sont des régularités. Et on a toujours vu que les secondes vagues étaient, c'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Inde, etc., sont plus meurtrières que la première, alors que les populations sont censées être plus protégées, les gouvernements plus alertés, etc., etc. Et pourtant, et donc ça, en fait, c'est vraiment lié aux réponses, hein, aux politiques de lutte contre l'épidémie qui changent d'une vague à l'autre et qui mettent en avant tout qui priorisent l'activité économique. Et je crois que l'histoire se répète et elle va avoir toujours le même effet. Je m'en tiens à 2 vagues et vous pouvez essayer d'appliquer ce schéma sur des pays d'Amérique latine. J'ai lu sur le Paraguay récemment, on a vu pour le Brésil également. On retrouve ces choses-là. Donc, c'est les éléments qu'on a aujourd'hui en termes de pronostic. Alors maintenant, si on veut leur donner une teinte culturelle, mais be my guest, allons-y, on peut foncer, on va trouver des choses, hein, certaines,
Mais en fait, il faut décomposer ça, je crois, en certains mécanismes. Par exemple, moi, je parlais de ces régimes de corporalité, de ce qu'on a vu dans la gestion des interactions corporelles. On l'a vu aussi, évidemment, en Europe. Il faut regarder ailleurs. Je n'ai pas vraiment le sens de la lecture qu'il faudrait donner pour l'Amérique latine. Mais ça, ce sont des choses extrêmement importantes et qui peuvent être liées effectivement avec ce qu'on va appeler, à défaut d'autre explication, donc une dimension culturelle. Mais soyons prudents, essayons surtout, je dirais, de mettre à nu ce type de micro-mécanisme qui favorise la transmission, puisque c'est de ça dont il va s'agir, des interactions humaines et puis de l'intervention des régulateurs, des corps régulateurs dessus pour freiner notamment ces interactions. Donc, voilà, peut-être encore quelques soucis avec une lecture qui voudrait être culturelle de ces différences. Je pense qu'on ne cherche pas à promouvoir une lecture culturelle à tout prix. Maintenant, moi, je pense que la question de la temporalité, elle est centrale dans cette histoire-là, et que parce que biologiquement parlant, et à moins de s'isoler complètement, la pandémie va forcément à un moment gagner tout le monde. Donc, en fait, la question, c'est de savoir combien de temps ça va prendre. Et donc, dans ce qu'on disait tout à l'heure sur la comparaison avec l'Allemagne, etc., donc oui, on peut dire c'est le facteur chance, ou on peut dire le facteur culturel, et ça peut se retrouver dans d'autres pays, il permet d'avoir 6 mois de rab, ou 1 an, ou quelques mois. Voilà, on peut le chercher là-dedans, peut-être. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent les intervenants, mais moi, j'aurais assez envie de l'interpréter de cette manière-là. Parce qu'au bout du compte, nous sommes malgré tout dans un système monde, et donc les individus voyageant, les virus voyagent, et donc ça, on peut difficilement y échapper. Oui, par rapport à cette dimension-là, alors on peut, je veux dire, certes, le culturalisme a mauvaise presse, mais quand on parle de régime de corps, etc., peu importe le label, mais il s'agit d'un certain nombre de dispositions qui sont fermement ancrées, si on veut l'appeler culture ou pas, finalement, peu importe. Moi, ce qui me semble important aussi comme variable, et c'est quelque chose qu'on arrive à peut-être pointer du doigt dans la région dans laquelle je suis, c'est-à-dire les monarchies du Golfe, c'est qu'on a des pratiques qui sont extrêmement distinctes en fait, entre des groupes, que ce soit les étrangers ou les nationaux, avec des nationaux qui bien ont des rapports avec leurs familles qui sont souvent des grandes familles, alors que eh bien, les étrangers, pour ce qui concerne les travailleurs peu qualifiés, dont beaucoup viennent du continent indien, eh bien, sont souvent esselés, vivent peut-être avec des formes de promiscuité, qui changent en fait le rapport et induit justement probablement des temporalités qui sont assez différentes. Avec, je l'ai dit, initialement, les étrangers qui étaient pointés du doigt en mettant en avant le fait que ils habitaient souvent dans des petits espaces. Et puis après, il y a eu un basculement en disant mais les nationaux, eh bien, eux, se retrouvent avec leur famille et pendant toute une période se sentaient aussi finalement assez peu concernés par la pandémie parce qu'ils l'apercevaient comme étant quelque chose qui était lié aux étrangers. Et puis à ça, je pense qu'il y a une question aussi qui est tout simplement liée à l'espace et à la ville, au fait que, eh bien, dans un certain nombre de villes type Mascate, Riyad ou autres, eh bien, il y a tout simplement de l'espace, il n'y a pas non plus de transport en commun, et ça induit effectivement une autre temporalité. Et peut-être finalement des phases qui sont beaucoup plus longues et des vagues qui sont moins brutales. Alors, merci.
Et Emmanuel, éventuellement, donc on a une question d'Evelyne sur la question des impacts différenciés entre hommes et femmes. Alors, je me demandais si c'était un facteur qui se voyait en Afrique ou pas, pour commencer. Bah, comme toujours, en fonction avec les grandes prudences sur la qualité et la précision des données, on observe la même chose qu'en Europe. Ça a tendance à toucher un peu plus les hommes que les femmes. Mais en lien avec ça, avec ce que vient de dire Laurent, si je prends l'exemple du Burkina, qui est celui que je connais le mieux, mais qui marche pour l'ensemble des Sahéliens, les populations sont essentiellement rurales et les densités sont très faibles. Donc ça veut dire que tous ces villages où les femmes restent et ont tendance à être moins mobiles font qu'elles sont peut-être touchées par le Covid ou pas, mais en tout cas, on ne le saura jamais puisqu'elles ne vont pas bouger en fait. Donc voilà, il y a tout ce lien-là où il faut faire un petit peu attention. Je pense que la densité là, dans les pays africains, elle est hyper importante et elle explique probablement une grosse partie de la diffusion et en même temps une grosse partie de la non-détection. Donc, parce qu'en fait, ces personnes sont déconnectées et on peut pas les atteindre et elles ne peuvent pas se déplacer ou en tout cas difficilement. Donc voilà sur cette question sur le genre. On va demander à Christophe, mais je me permets quand même de faire une remarque sur cette question de la densité démographique, parce que la région que je connais le mieux, qui est l'Amazonie, brille pas par sa densité extrêmement grande et elle a été un foyer de diffusion, y compris dans les communautés les plus lointaines en fait. Alors c'est peut-être une question d'intensité de relations entre la ville et les zones rurales, puisque ça existe en Amazonie. On a l'impression que personne ne se déplace en forêt, mais on se déplace très bien en bateau. Et il y a un va-et-vient constant qui peut expliquer ces contaminations, mais malgré tout, voilà, on a ce contre-exemple. Oui, c'est vrai. Et donc, Christophe, est-ce que la question de genre se voit en Inde aussi ou pas trop? Non, aucunement, pour autant qu'on puisse la mesurer. Et c'est tout simplement parce que les rapports sociaux et intimes, au bout d'un moment, traversent la barrière de genre. Donc, évidemment, on ne va pas faire la queue, les hommes ne vont pas faire la queue avec les femmes, évidemment, mais au bout d'un moment, un certain nombre de transactions vont traverser cette frontière. Donc, de toute façon, le virus passe avec. Donc, on aimerait en savoir plus, hein, comme disait Emmanuel, mais faute de données, on ne pourrait pas le dire. Sinon, évidemment, la remarque que tu faisais sur la densité est intéressante. C'est un principe général d'application. Hein. On pourrait en donner. L'insularité, par exemple, peut jouer en faveur d'un pays et en défaveur d'un autre. Donc, on a comme ça des grands principes géographiques qu'on peut appliquer. L'âge, évidemment, alors lui, ça toujours de la même façon. Mais au-delà de ça, c'est important de pouvoir distinguer les éléments. Je pense par exemple à un cas qui m'a beaucoup frappé, c'est la Scandinavie, où on a une relative uniformité socio-culturelle-politique, et où la principale différence a été l'attitude du gouvernement suédois, et qui s'est traduite immédiatement en un surcroît de mortalité, parce que ça faisait partie des gouvernements, celui de Boris Johnson en était un autre au début, qui privilégiait le marché libre des hommes, enfin des humains et des virus, et qui devaient régler eux-mêmes, trouver la solution d'équilibre donc par l'immunité de groupe. Et alors, on a un peu oublié ce modèle, hein, parce qu'il a fait quand même beaucoup de morts, mais en tout cas, il s'est vu en Suède, et justement, on pouvait l'isoler. Donc, moi, c'est assez souvent ça qui m'intéresse, et je pense que c'est des choses qu'on peut faire sur l'Amérique latine, c'est comparer des pays qui ont quand même énormément de traits en commun, donc on va appeler culturel, voire socio-économique, et de voir qu'il y a des différences particulières, des singularités. Et je crois que l'Uruguay est un exemple, ou le Venezuela, qui se mettent à jour. Et donc ça c'est fort intéressant, parce qu'on sait que là, on a comme une expérience naturelle des économistes. On peut voir un petit peu ce qui a réagi là
et qui n'a pas réagi dans des régions comparables. En effet, je serais curieux moi aussi de voir la comparaison. Donc, le Brésil, par sa population très importante, ne se compare pas à l'Inde, mais néanmoins, c'est un des très grands pays. Et une des questions qui m'intéresse, c'est que quand on regarde le Brésil en bloc, on a tendance à dire que la mortalité est plus, comment dire, il y a plus de jeunes en proportion qui meurent que de personnes âgées, enfin, par rapport aux autres pays. Donc, c'est à peu près 50-50 entre les moins de 60 ans et les plus de 60 ans, ce qui n'est pas la même répartition des autres pays. Mais c'est lié aussi à la structure de la population, c'est-à-dire que le Brésil reste un pays jeune avec une population de plus de 60 ans qui est relativement limitée. Et par contre, si on fait le taux de décès parmi les plus de 60 ans au Brésil, il est 5 fois plus important qu'en France, qui a une population plus âgée. Donc voilà les illusions qu'on peut aussi avoir sur les statistiques. Et donc je me demande si en Inde, on aura un petit peu la même chose, c'est un pays massivement jeune, mais si on regarde sur le stock de personnes de plus de 60 ans, je me demande ce que donnera le taux de mortalité. Même chose pour les pays africains d'ailleurs. Ouais, sur les pays africains, moi, vraiment, je ne m'amuserais jamais à calculer ce genre de choses. Je me suis intéressé à la question de savoir comment compter les morts au Burkina Faso et au Mali. C'est simple comme question, mais c'est crucial en ces temps d'épidémie. Et en fait, il s'avère qu'au Burkina Faso, on ne sait compter, on est sûr de compter les morts que des morts qui décèdent à l'hôpital, puisqu'il y a une morgue. Et en fait, c'est très peu, parce que le nombre de personnes qui vont à l'hôpital est très faible, parce que les soins sont payants et sont extrêmement chers, donc une grosse partie de la population n'y va pas. Par ailleurs, je vous rappelle qu'au tout début de l'épidémie, un pays comme le Burkina Faso avait en tout et pour tout 11 respirateurs. On est aujourd'hui, suite aux dons, à 60 respirateurs dans le pays. Donc, de toute façon, on n'aura jamais beaucoup de morts à l'hôpital. Alors après, les gens qui meurent ailleurs, qu'est-ce qui se passe? S'ils meurent dans les centres de santé, 1 sur 3 à peu près finira à la mort. Donc celui-là, on va pouvoir le compter dans l'addition. Les 2 autres tiers sont récupérés par les familles et enterrés sur le champ la plupart du temps. Et puis ensuite, tous ceux qui meurent en brousse ou dans les villages, ils ne sont jamais comptés. Donc, venir s'amuser à calculer la mortalité et à parler sur la mortalité en Afrique, à mon avis, c'est extrêmement risqué. Parce que, évidemment, on en oublie énormément. Et je reviens de Côte d'Ivoire, comme je disais tout à l'heure, et à ma connaissance, dans la sous-région, c'est le seul pays qui dispose d'une médecine médico-légale. Voilà, c'est ça, la médecine légale. Et eux, justement, expliquent ils expliquent qu'ils ne vont pas toucher 100% des décès, parce que dans les villages les plus reculés, évidemment, on ne pourra pas atteindre les personnes qui sont décédées et qui vont être enterrées directement dans le village. Mais par exemple, quelqu'un qui a un accident de la route à 50 km ou à 30 km d'une ville principale va de toute façon, s'il décède de cet accident de la route, finir dans la morgue la plus proche et donc sera dénombré. Donc la Côte d'Ivoire est peut-être le seul pays dans la sous-région, et le Sénégal a le même système, sont les 2 seuls pays où en fait la mortalité est à peu près correcte. Par contre, dans tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest, donc la zone que j'ai présentée tout à l'heure, il faut être très très prudent sur les données. Oui, alors tout à fait. En même temps, comme vous le disiez au départ, un phénomène massif ne passe pas inaperçu. Les gens parlent, voilà, donc on a forcément des données, mais c'est le cas, même le Brésil, qui est un pays bien administré que je connais, il y a des trous dans les données, largement, mais elles donnent quand même des tendances sur lesquelles on peut extrapoler. C'est jamais à la personne près, bien évidemment, ni même, je dirais, quasiment au million près, mais malgré tout, on peut détecter des tendances. Mais là, la tendance, ça me gêne un petit peu plus, parce qu'en fait, ça suppose d'être uniquement soigné et que la personne soit décédée à l'hôpital. Or, c'est une partie vraiment infime de la population. Donc là, il y a un autre biais qui est différent de celui que vous évoquez, je pense. D'accord. Bien, je pense que nous arrivons au bout, voilà, parce que il est tard et c'était un long colloque. Je vais remercier tout le monde de leur attention, remercier les intervenants de cette dernière table ronde d'avoir participé et à distance. Merci beaucoup à Christophe, dont l'horaire n'était pas arrangeant. Voilà, et voilà, j'espère que
Ce colloque aura permis d'avancer un petit peu. Je ne dis pas que nous aurons révolutionné l'approche de la Covid, bien évidemment, mais je pense que nous avons pu contribuer à non seulement à un travail sur l'ère culturelle américaine, mais à ce dialogue avec les autres aires culturelles, avec ses limites, bien évidemment. Voilà, et donc je tiens à remercier aussi l'équipe de l'IDEA pour l'organisation impeccable du Zoom et de toute l'organisation du webinaire. Et je vous dis à bientôt sur les prochains billets du blog Covidan et peut-être pour de nouvelles aventures post-pandémiques, nous l'espérons tous.